Bonsoir, chers participants. Bonsoir, Madame Ndeye Abdou. Bonsoir, cher Abraham Sadio. Merci d'avoir répondu à mon invitation pour ce second épisode Yokute. Yokute qui veut dire croissance, qui veut dire évolution, qui veut aussi dire développement, vise à promouvoir l'entrepreneuriat féminin, le leadership et l'indépendance financière. Elle ira à la rencontre d'éminents penseurs et experts dans leur domaine afin qu'ils nous partagent leur expertise, leur savoir et leur vision du monde. Donc nous accueillons aujourd'hui Madame Ndeye Abdou qui a beaucoup participé au développement économique et social du Sénégal à travers son réseau de femmes JIDER. Elle est aussi connue comme une serial entrepreneur et vise à développer des solutions qui peuvent conduire à l'autonomie de la jeunesse africaine. Elle a aussi dans ses cordes le coaching, la gestion des ressources humaines, le fashion design et tant d'autres. Nous allons passer à la présentation de Monsieur Abraham Sadio, qui est un ingénieur génie informatique et expert certifié Google en administration système, infrastructure et sécurité IT. L'enseignement est pour lui plus qu'un métier, c'est une passion. Enseignant depuis 2004, il enseigne des matières telles que l'intelligence artificielle, la sécurité des objets connectés, l'architecture, des équipements et bien d'autres. Consultant et formateur, il a formé près de 200 jeunes à la robotique depuis 2017. Il a aussi formé plusieurs personnes pour la prise de parole en public et le développement personnel. Merci encore d'avoir accepté mon invitation. Je laisse la parole à Madame Ndeye Abdou, vu qu'on est au mois de la femme. Merci beaucoup, Aminata, pour cette présentation très élogieuse. C'est très difficile de se présenter après cela et effectivement, tout a été dit. Je tenais juste à préciser pour JIDER qu'il y a effectivement une commission qui s'adresse aux femmes, mais JIDER est vraiment ouvert à tout le monde, hommes comme femmes, et nous aspirons à vraiment accompagner les jeunes de manière à ce qu'ils aient non seulement un vivier, mais une communauté derrière. Je disais que je suis honorée et vraiment très, très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je ne pouvais que dire oui face à cette invitation avec une communauté telle que Women Power Bees, qui, je le sais, aspire à faire tache d'huile de la manière dont nous espérons de le faire à JIDER. Alors, beaucoup de personnes peuvent se demander, mais c'est quoi JIDER? JIDER, c'est un sigle, un acronyme qui veut dire Jeunes Entrepreneurs Africains œuvrant pour le développement économique régional. Donc, les francophones disent JADER, les anglophones disent JIDER parce que ça ressemble au mot leader et c'est fait exprès. Aujourd'hui, vraiment, on compte un peu plus de 180 et quelques bénévoles et membres. L'association a été portée sur les fronts baptismaux depuis 2014. Et depuis 2014, nous cheminons et au Sénégal et dans 25 pays où nous avons des représentations à travers des associations partenaires. Alors, aujourd'hui, pourquoi l'entrepreneuriat? Pourquoi JIDER? Parce qu'on s'est rendu compte d'un problème, Aminata, c'est que beaucoup de nos structures aujourd'hui appuient les organisations ou les startups ou les PME qui sont assez robustes, qui ont 2 ou 3 années d'expérience. Or, il est prouvé, surtout dans les modèles anglo-saxons, dans les pays anglophones de manière générale, que le plus tôt on appuie sur l'accélérateur et qu'on transmet cet ADN-là de l'entrepreneuriat aux jeunes ou aux futurs entrepreneurs, le mieux c'est parce que ça crée un vivier, un pipeline qui va aider à accompagner de manière générale l'essor économique du pays. Ce dont je voulais parler en plus, Aminata, c'était d'expliquer pourquoi JIDER. Okay. Alors, JIDER, je l'ai commencé en 2014, comme je le disais tout à l'heure. À l'époque, je travaillais déjà pour une grande multinationale, donc IBM pour les nommer.
OK. IBM Afrique du Nord à l'époque et Afrique de l'Ouest. Mhm. Et j'étais sollicitée par des frères et des sœurs par email qui me demandaient comment faire un CV, comment rédiger une lettre de motivation, comment trouver un emploi. Et parce que je n'étais pas dans les dispositions de répondre à chacun d'entre eux, je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer une communauté où, en plus d'avoir la contribution ou la participation de Ndeye Absa, il pourrait avoir beaucoup plus en ayant d'autres experts et d'autres entrepreneurs prêts à partager. Mhm. Et donc, Jidder, c'est l'idée du partage, mais c'est surtout l'idée de pouvoir accompagner ce qu'on appelle Ndiatige, de pouvoir faire du mentoring et de se remultiplier en plusieurs autres qui pourront eux aussi apporter leur contribution à la cause générale. J'étais quand même dans de bonnes dispositions parce qu'au-delà du fait d'avoir travaillé dans le secteur privé, aujourd'hui je suis dans le secteur public en tant que fonctionnaire international. Mhm. J'ai eu à créer ma première entreprise, j'avais 17 ans à l'époque, ça s'appelait Nectar Compta. Mhm. C'était avec un ami qui nous a quittés d'ailleurs, avec qui nous avions créé un logiciel comptable. Donc ça, beaucoup ne le savent pas, Aminata. Mhm. Et c'est par la suite que j'ai eu ce virus-là et que j'ai créé plus tard ce qu'on appelait Designing Communication, qui est une agence, qui était une agence de communication, mais qui travaillait beaucoup avec le bureau de mise à niveau pour pouvoir accompagner les entreprises sénégalaises pour avoir les standards que l'on retrouvait dans le secteur privé. Parce que j'avais vraiment pu accumuler de l'expérience dans le secteur privé. Et c'est par la suite que j'ai créé ma marque de vêtements qui s'appelle ABC, Adorable Comprendre, pour promouvoir ce qu'on appelle le Love Africa, Wear Africa. Parce que à l'époque, avant les Black Panthers, avant toute cette idéologie autour de la culture africaine, nous ne voyons pas tellement cette appropriation du Made in Africa dans nos pays et surtout au Sénégal. Et donc, c'est dans cette lancée que j'ai décidé de mettre ma casquette de fashion designer qui a été toujours une passion depuis toute petite et qui a une histoire aussi derrière que je pourrais certainement raconter tout au long de ces échanges, Aminata. Bien sûr, on veut juste, on veut en savoir plus. Quel est l'historique, effectivement, quelle est l'histoire derrière cette création? Alors, pour ABC, en fait, je dessinais depuis très petite Mhm. et je dessinais mais des portraits. Mhm. J'avais même été admise à un concours des beaux-arts. À l'époque, j'avais 13 ans. Et c'est à l'aube de mes 14 ans que ma mère m'a dit, écoute, est-ce que tu es capable de donner des âmes à ces dessins? J'ai dit, ben non. C'est quoi une âme déjà pour commencer? Et ma mère étant foncièrement spirituelle, couverte, très ancrée dans la religion musulmane, Excellent. m'a expliqué qu'il fallait que j'abandonne cette passion pour l'autoportrait ou le portrait. Tekat, c'est surtout les portraits des marabouts, bizarrement, Ah qui ouais, étaient les plus réussis. c'est Et paradoxal. donc, Ouais. Mhm. c'est cela. Et donc, culturellement, on aura l'occasion d'en parler sur la e-reputation. Mhm. Culturellement, j'ai dû laisser tomber les portraits pour Mhm. dessiner des choses que je pouvais créer. Donc, une robe, quand je la dessine, je peux la créer. Quand je dessine une chemise, je peux la concevoir. Et en quelque sorte, un problème ou un challenge ou un défi a été très rapidement transformé en une opportunité et ABC, Adorable Comprendre, était né avec le slogan Love Africa, Wear Africa. Et pourquoi Adorable Comprendre? Oui, parce que Adorable Comprendre, ça veut dire la vie.
Ainsi va la vie. En réalité, il y a plusieurs raisons. La première, c'est parce que je vivais une étape très difficile à l'époque. Ça coïncidait avec un problème familial que je devais régler à l'époque qui était absolument difficile à surmonter. Et je me suis dit, mais Aduna, de que tu le comprendre parce que tu ne sais jamais où est-ce que cette vie-là peut te mener demain. On reparle encore de la e-reputation. On ne sait jamais où est-ce que ça sera. Et donc, j'ai rencontré un monsieur avec qui j'ai eu un partenariat qui était à l'époque lui aussi tailleur et qui m'a dit, écoute, viens, on va travailler ensemble. Et voilà, Aduna Boule Comprendre était né. Lui avait déjà une enseigne Boule Comprendre. Moi, j'ai apporté le Aduna Boule Comprendre et voilà, on a commencé à travailler ensemble. Voilà, nous n'avons pas eu l'occasion de cheminer longtemps, mais en réalité, ce qui est très important dans le fait d'avoir une marque et c'est pour ça que je partage cette idée de donner et de recevoir, mais surtout d'aspect culturel, oui. Mais au-delà de l'accompagnement, même, il y a l'aspect culturel. Le mindset sénégalais de l'entrepreneuriat devrait être accompagné. Parce que quand vous êtes dans un domaine compétitif où il y a des délais à respecter, les clients sont les patrons, parce que beaucoup disent je suis dans l'entrepreneuriat, je suis mon propre boss, mais le boss de l'entrepreneur, c'est son client. Et il y a une certaine rigueur à apporter au système entrepreneurial sénégalais et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles Jidder est né. Excellent, excellent. Et que pensez-vous de le fait de s'associer avec d'autres personnes? Comme vous avez bien pu le préciser, qu'au départ, vous étiez avec une personne, finalement, ça n'a pas abouti. Si ce n'est pas trop indiscret, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Parce que beaucoup maintenant veulent s'associer afin de grandir ensemble, d'évoluer ensemble, de créer plein de choses ensemble, mais il y a cette peur qui se crée. On ne sait pas trop comment s'y prendre et tout. Selon vous, qu'est-ce qui peut faire que deux personnes qui ont les mêmes idées, les mêmes façons de voir, les mêmes objectifs peuvent réussir à créer quelque chose ensemble de formidable sans pour autant avoir cette crainte-là au niveau de l'entrepreneuriat? Absolument. D'ailleurs, c'est l'une des choses que je veux pousser les entrepreneurs à faire plus souvent. C'est collaborer, c'est valoriser, surtout dans un monde après Covid qui nous a enseigné que l'union fait la force. Donc aujourd'hui, plus que jamais, les ressources sont beaucoup plus limitées, le rythme de vie, le niveau de vie, tout a augmenté. Donc pour que le cheminement soit, disons, à long terme, il faut penser à fédérer les forces. Donc ça, c'est de un. De deux, dans l'accompagnement et dans la collaboration, il y a vraiment plusieurs facteurs à prendre en compte. Le premier facteur qui peut nous pousser à le faire, c'est qu'on est de la même famille, par exemple. Ce genre de partenariat est le plus difficile en réalité. Parce qu'un partenariat demande un certain nombre je parlais tout à l'heure de strict et de guidelines. Il faut être très spécifique dans le type de partenariat que l'on recherche. Et en ce sens, et pour répondre à la question, c'est juste que les visions n'étaient pas les mêmes. Parce que quand dans un standard, je donne un exemple, on donne une semaine au fournisseur pour faire le travail et que 2, 3, 4 semaines après, on n'est pas capable de délivrer, il y a un problème. Et donc, dans l'identification de son partenaire dans les affaires, que ce soit son conjoint, que ce soit un proche parent, que ce soit quelqu'un que vous ne connaissez pas ou avec qui vous travaillez et avec qui vous avez une synergie, je conseillerais d'avoir ce qu'on appelle une feuille de route, scorecard, pour que chacun des partenaires dise ce qu'il a à donner dans ce partenariat et ce qu'il attend de ce partenariat de manière claire au début. Et ce n'est que de cette façon-là que chacun pourra se dire, OK, soit on signe un contrat,
soit on signe des quotes-parts, soit on a un agrément qu'on appelle Memorandum of Understanding ou MOU. Quelle que soit la manière de le faire, d'autres achètent des parts dans le capital. Quelle que soit la façon d'entreprendre et de faire ce partenariat-là, il faut que les raisons de le faire soient claires au début, de part et d'autre. Effectivement, effectivement. Excellent, excellent. Et concernant cette collaboration qui a finalement abouti, qu'est-ce que vous avez appris de cela? Qu'est-ce que vous avez appris de ça? Et qu'est-ce qui vous a donné la force pour rebondir et aller quand même voir d'autres contrées et réaliser plein d'autres choses après? Qu'est-ce qui a été votre force? Alors, je dirais que c'est le fait d'avoir une vision. Vous savez, quand vous mettez en place une entreprise, il faut vraiment avoir une clarté de vision et comprendre que l'entreprise, en réalité, va au-delà de celle qu'il a mise en place. Et c'est pour ça que je parlais de culture entrepreneuriale à la sénégalaise. Ce n'est pas juste la personne qui l'a créée qui est au centre et qui doit rayonner, etc. Il faut avoir une vision d'entreprise. Jusqu'à aujourd'hui, les ressources humaines sont très compliquées à avoir parce que ça soit dans le domaine du commerce, dans le domaine des services, il faut toujours veiller à se dire qu'il y a un lendemain. C'est-à-dire, le lendemain, c'est demain, si je ne suis pas là, qu'est-ce que ce projet-là va devenir? Et c'est dans cette optique que j'ai eu à financer parce que j'étais toujours celle qui finançait le projet depuis le début. Donc, j'ai continué à financer et à poursuivre la vision de l'entreprise. Mais après, bien entendu, il y a eu beaucoup d'autres succès. On a eu en 2014, par exemple, on a eu la chance d'habiller toute la cohorte qui partait pour le Mandela Washington Fellow. Ou du moins une partie de la cohorte en 2014 invitée par le président Barack Obama. On a eu la chance en 2017, par exemple, d'obtenir un award à Los Angeles du International Design Award. Donc, c'est pour dire qu'il faut toujours avoir une vision. C'est ce qui fait que les personnes adhèrent ou pas à cette vision. Soit ils adhèrent à cette vision et vous avancez ensemble, soit ils n'adhèrent pas à cette vision d'entreprise et vous aurez sur votre chemin, bien entendu, des personnes qui croiront énormément en vous et en votre projet et qui vous pousseront à aller de l'avant. Effectivement, effectivement. Il ne faut pas se précipiter et se mettre avec une personne avec qui on n'a pas les mêmes visions. C'est excellent. Maintenant, Bodun Farampache, par exemple, Linga Jotogum wax en français. Pour le résumer en quelques minutes, lan ngay mën a conseiller ñi bëgg a entreprendre comme ni par exemple ñi ñoo xamante ne ils ont des petits business ñu bëgg a entreprendre lan nga leen doon conseiller? Farampache bi dina xaw doy waar de. Comme ça, on va y associer tout le monde. nañu jéem noonu la sax ñëpp ci war a mën a bokk. waaw bu ma amoon lu ma leen di digal li ci njëkk mooy ñu gëm seen bopp ndax nit lu muy tàmbali ci àddinaam ci boppam lay njëkke ndax yow bu fekkente ne gëmuloo sa bopp yaakaar keneen war la mën a gëm war la dénk la mu am dina xaw a jafe loolu. di ñaax képp kuy tàmbali liggéey bu bees ak lu mënti doon nga xam sa bopp xam li nga bëgg xam fa nga jëm. beneen bi mooy sa dëgg-dëgg nga jàpp ne yor sa mbiru bopp du rek yow ndax ñun dañuy réere mbir lu bari maa ngi koy wax sànq ñun ñii sax ñi dëkk Sénégal dañ jàpp ne bu ñu xasee ba sañc dara rek ñun ñoo war a nekk sa jonkaasi gi nekk ñun kundung ñun kese te àddina dafa dox ba dangay soxla ku la jàppale ci nii baa ci nii xel matut te ku nekk ñaan nga boo tàmbalee tey suba fa ngay jëm doon lu weesu fuuf fa nga jóge te boo fa bëggee egg nag yow kundung mënoo fa eggal sa bopp donc il faut nga am ñoo àndal man kook ñoom te bañ a jël suñu xel mi rek jàpp ne man dong maa ko war mën def
loolu mënta nekk. Mhm. ñetteel bi mooy boo jàppee ne yaa ngi ci war a sumb dara loo xam ne yow ñor na la xam nga sa bopp xam nga ne danga am ñoo soxla nga xool ñi nga xam ne war a mën a liggéey ak ñoom te sànq dama tënk ci gàttal ne booy liggéey ak nit war ngeen ca njëlbeen ngeen juboo ci kàddu lenn nag dinay am mooy nga yaakaar nit ki ba foog na ne xëy na doo leen mës a egg fenn bi waaye lu mu mënti doon muy sa koo dëkkaaleel muy koo xam muy sa mbokk yéen a bokk yéen a xamante yéen a nekkoon classe yéen a bokkoon liggéey lu mu mënti doon tàmbali ba ca ndorteel ga ngeen di wax ku ci nekk la ngay nar a indi ci biir liggéey ba ngeen di sumbatoo lang ca yaakaar am bu loolu leeree nag yéen a xam noo leen koy tënkee ndax ku ne da ngay bind xaatim ndax ñii da nga daan xaaral ma uti seede ñii ne damay jënd ñëpp woo nguur wala dem woowu ji koo xamante ne xelam xarañ na ci loolu mu liggéey ko waaye ci lu mu mënti doon li ngeen di déggoo ci kàddu da ngeen ciy déggoo mooy tax ba suba bu kenn ci yéen ñaar wàccee yoon woowu liggéey ba dana mën a wéy lu ko may day xaw a metti torop waaw ci gàttal daal foog naa loolu lañ fi jot a tënk waaw. Je retiens que seul on va vite, ensemble on va plus loin. Excellent en tout cas. On va laisser tous qui veulent poser question. On va ouvrir les questions pendant 5 minutes. Pour une question, on a désactiver son micro, Inch'Allah. On vous laisse la parole. Vous pouvez aussi écrire dans le chat. Vous pouvez dans le chat pour poser les questions, c'est toujours possible. Priska. Oui, alors j'aimerais poser une question. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Mm-hmm. Voilà, alors on sait que l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Donc, moi, j'aimerais savoir comment APSA arrive à s'en sortir parce que j'imagine que à part le fait d'être entrepreneur, elle a aussi une famille à gérer. Donc, j'aimerais savoir comment est-ce qu'elle s'en sort et quel conseil elle pourrait nous donner à nous autres qui sommes un peu débutants dans ce domaine. Absa. Merci beaucoup, Priska, pour la question. Alors, question très sensible, hein? Comment allier vie familiale et vie entrepreneuriale. Excellent. Absolument. Surtout que moi, j'ai l'impression que j'ai 4 vies. Quand je me réveille, je fais une technique simple. Il y a beaucoup de techniques, hein, d'ailleurs, Priska. Mais celle que j'enseigne le plus souvent dans mes sessions de formation, c'est de se réveiller chaque matin et de diviser la feuille par 4 avec tout ce qui me tient à cœur. Et que je dois délivrer dans la journée. Ça, c'est une technique très simple que je fais tous les matins. Et tous les matins, avant de me réveiller également, je visualise tout ce que j'ai à faire. Donc ça, c'est une technique personnelle. Je m'imagine ce que j'ai à faire et je prépare mon cerveau à le faire dès que je suis réveillée. Mais pour répondre de manière générique à la question de Priska, je pense que tout revient au fait de se connaître. Il y a des personnes qui ne sont pas faites pour l'entrepreneuriat. Le plus tôt elles s'en rendent compte, le mieux ce sera pour elles parce que ça leur permettra de gagner et du temps et de l'argent parce qu'il faut l'avouer, tout le monde n'est pas voué à devenir entrepreneur. Il y a un certain nombre de qualités, un certain nombre d'adjectifs, de traits de personnalité à développer pour pouvoir vraiment avoir cet aspect résilient et endurant dont un entrepreneur a besoin. Donc ça, c'est le premier point, se connaître. Le deuxième point, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pouvoir s'entourer de personnes qui croient en la vision et qui croient en ce travail-là que vous voulez achever. Parce que toute seule, vous n'allez pas y arriver. Ces personnes peuvent être soit vos collaborateurs directs dans le cadre du projet, soit votre entourage. Parfois, les parents sont les premiers à vous décourager. Donc, il faut vous trouver des personnes qui puissent accompagner justement votre essor. Et donc, quand vous avez votre vision, vous vous connaissez et que vous avez qui peut vous entourer,
Après, vous aurez assez de force mentale et physique pour aller à la recherche, soit de votre partenaire financier, soit à la recherche de votre client. Beaucoup d'entrepreneurs sont dans l'option de dire je veux un financement. Alors que lorsqu'on leur donne un financement, si cette passion et cette base n'est pas en place, il est vraiment très difficile de pouvoir leur donner autre chose. Je vous donne un exemple. Je connais vraiment beaucoup de structures qui, sur le papier, ont eu des trophées un peu partout. On leur a donné de l'argent. Ils ont reçu des financements. Mais aujourd'hui, ils sont, entre guillemets, en faillite où rien n'est arrivé parce qu'il n'y avait pas de personnes passionnées au sein de leur équipe. Il n'y avait pas le goût du fait de faire quelque chose qu'ils aiment. Donc, je vous ramène peut-être mon mot de la fin, c'est vous ramener à ce qu'on appelle le ikigai, qui est un terme japonais. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais quand je vous disais, quand je me réveille, je divise ma feuille en 4, ça vient aussi du ikigai, qui veut dire que pour trouver un équilibre, il faut d'abord identifier ce qui nous définit et notre passion. Et tant qu'il n'y a pas de passion, vous aurez beau avoir le financement, vous aurez beau avoir une idée de projet excellente, vous aurez beau avoir un marché qui attend, vous n'irez pas très loin. Voilà. Excellent, excellent. Il faut trouver son ikigai. Ah, ça, c'est la quête que tout le monde aspire et espérons que le bon Dieu va nous le faciliter. Excellent. Nous allons passer à Monsieur Radio. Merci beaucoup, Ndeye Absa Gningue, pour cette belle intervention. Alors, merci beaucoup. Merci. Alors, merci Navré d'abord tout à l'heure parce que lorsque vous m'interrogiez, j'ai eu un petit souci technique, c'est pourquoi j'ai pas pu répondre. Merci pour l'invitation et merci aussi à Madame Absa Gningue pour cette brillante présentation. Merci. Alors effectivement, le thème que je vais essayer de développer aujourd'hui, c'est comment notre e-réputation peut-elle nous affecter en tant qu'individu, en tant qu'entreprise. Au commencement était la parole. Il n'y a ni connaissance, ni savoir, il n'y a ni sagesse, ni sottise, il n'y a ni haine, ni amour sans la parole. Et c'est effectivement le cas parce que pour qu'on sache que quelqu'un sait ou qu'il connaît un sujet ou une chose, il faut l'entendre parler, l'entendre s'exprimer là-dessus. Pour savoir que quelqu'un est sage ou sot, il faut également qu'il s'exprime, ce qui implique la parole. Pour savoir si quelqu'un est ou aime une chose ou un individu, il faudrait également qu'il prenne la parole. Donc c'est pour dire qu'en réalité, tout est parole, du début à la fin. Alors ici, la parole n'est pas à prendre seulement au sens littéral, mais aussi au sens figuré. Car la parole n'est pas toujours le flux verbal qui est émis. Elle n'est pas toujours les mots ou les phrases que l'on prononce, non. Elle est aussi la modulation, le débit, le ton ou l'enthousiasme avec lesquels on s'exprime. Elle peut également être les gestes, les expressions du visage qu'on appelle les jeux de physionomie, ou alors notre posture lorsque nous nous exprimons sur un sujet. Car cela aussi renseigne sur la teneur du message que nous transmettons. La parole peut aussi être écrite sous forme de schéma ou alors de pictogramme. Alors c'est ce polymorphisme de la parole qui, avec le temps, détermine ce que nous sommes réellement. Quelles sont nos valeurs, quelles sont nos qualités, nos défauts, bref, notre réputation. Alors la parole est tellement importante que chez les Grecs anciens, par exemple, elle était divinisée. En plus de permettre de s'exprimer, la parole avait pour but, ou devait avoir pour but, d'être juste, vraie, bonne, convenable, attrayante, charmante et convaincante, entre autres. Mais force est de reconnaître qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, on a l'impression que ces qualités intrinsèques de la parole ont été écartées au profit, on ne dira pas de qualité, mais au profit de certaines dérives langagières. Et c'est effectivement le cas au niveau des médias sociaux, ou si vous voulez, réseaux sociaux. Aujourd'hui, très souvent, les gens manquent d'arguments pour se défendre ou pour défendre leurs idées. Tout de suite, quand ils sont à court d'idées ou d'arguments, qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent en clash
Ils commencent à incendier ce qu'ils considèrent comme étant leurs adversaires, c'est-à-dire ceux qui ont des idées contradictoires ou contraires aux siennes, et simplement, parce que simplement, ils n'arrivent plus à se maîtriser, ils n'arrivent plus à se contrôler. Ils ont perdu le sens premier de ce que devait être la parole ou de ce qu'elle était avant. Et cela est tellement courant qu'on a même l'impression que ce sont ces personnes-là qui ne savent pas vraiment user la parole de manière efficace qui aujourd'hui sont connues ou reconnues comme étant les personnes les plus influentes ou les plus appréciées des médias sociaux, en particulier chez les jeunes. Alors, ce que nous faisons, ce que nous disons, la manière de le dire ou de le faire, voilà ce qui constitue notre réputation. Autrement dit, notre réputation est l'image que les autres ont de nous en observant nos faits, nos gestes, nos paroles, nos écrits, en voyant nos photos, en écoutant nos audios, en visionnant nos vidéos, ou alors en voyant nos prises de position. Parce qu'en réalité, il n'y a pas que nos photos, nos images, nos écrits, nos posts en général qui déterminent ce que nous sommes sur la toile, ce qu'on appelle la e-réputation ou notre identité numérique. Beaucoup ne le savent pas, mais même les commentaires que nous faisons sous les publications, les vidéos ou les posts d'autres personnes également déterminent notre réputation au niveau de la toile. Les vidéos également sur lesquelles nous cliquons j'aime, par exemple. Les différents sites sur lesquels nous nous rendons pour une raison ou pour une autre. Tout cela détermine notre e-réputation. Parce qu'effectivement, toutes ces informations-là sont stockées quelque part dans les serveurs et on peut toujours les retrouver. C'est pour dire que nous devons veiller non seulement à ce que nous publions, nous postons, mais également à ce sur quoi nous cliquons. Et je ne sais pas, vous avez certainement remarqué que, par exemple, je prends le cas de Facebook. Lorsque vous cliquez une ou plusieurs fois sur une certaine catégorie de vidéos pour les regarder, quelque temps après, vous remarquerez que c'est ce même type de vidéo qu'on vous propose pour visionnage. Et on vous dit, avec un petit commentaire, il se pourrait que vous puissiez aimer ce type de vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a un algorithme qui a déterminé vos choix de vidéos, les vidéos que vous avez visionnées, ou alors les audios que vous avez écoutés, etc., pour déterminer en réalité quel type de personne vous êtes ou quel type de contenu vous aimez. Donc, c'est pour dire que tout cela contribue à notre identité numérique, qu'on appelle également notre e-réputation. L'e-réputation est quelque chose de très important. Souvent, les personnes qui se cachent derrière, enfin, qui se cachent, c'est une manière de parler, qui sont derrière leurs écrans, pensent qu'elles sont cachées en réalité. Et donc, cet écran leur sert, si vous voulez, de cachette pour parfois dire ou proférer des choses qui peut-être dans la vraie vie, c'est sûr qu'elles ne le feraient pas ainsi. Parce que ça donne c'est comme un leurre en fait. C'est une illusion de sécurité derrière l'écran qui fait que beaucoup de gens s'adonnent ou se livrent à des choses inconvenantes. Alors, l'e-réputation peut être importante également pour ce qui est de la recherche de travail ou d'emploi. Je vais vous donner juste quelques exemples. Aux États-Unis, il y a une demoiselle, une jeune fille qui venait de terminer ses études et elle, son rêve, c'était de pouvoir travailler à la NASA. Aller dans l'espace, etc., les fusils et tout. Et elle a postulé, elle a passé les entretiens et finalement, elle a été retenue justement pour un stage. Folle de joie qu'elle était, elle s'est mise à tweeter, donc à faire des posts, de petits messages sur Twitter. Et pour exprimer sa joie, elle s'est mise à proférer également des injures. Alors, quelques instants après, quelqu'un qui était aussi sur Twitter a essayé de la recadrer gentiment en lui disant que ce n'était pas vraiment convenant de parler de la sorte, surtout sur un média social qui est vraiment pour le travail. Elle s'est mise à incendier cette personne sans savoir exactement de qui il s'agissait. Malheureusement pour elle, il s'agissait d'un des cadres au niveau de la NASA et c'est comme ça qu'elle a perdu ce stage à tout jamais. Un autre exemple, c'est l'exemple d'un monsieur qui travaille dans une entreprise française, c'était en français lui-même, chez un opérateur téléphonique.
Alors, il s'est mis sur Twitter, il a commencé à incendier son employeur, c'est-à-dire l'opérateur téléphonique, et à dire tout et n'importe quoi parce qu'il était mécontent d'une situation qu'il avait vécue. On a essayé de lui parler, il n'a pas écouté, il a récidivé, et malheureusement pour lui, il a eu une mise à pied. Et il paraît que, d'après les statistiques que j'ai eues en France, par exemple, il y a environ 7% d'employés qui aiment leur travail, tout simplement parce qu'ils se sont livrés à des injures ou alors ils ont tenu des propos qu'il ne fallait pas sur des médias sociaux. Et cela leur a coûté très cher. Au Sénégal, par exemple, et ça c'est le cas dans le monde en général, au Sénégal, on a remarqué également que beaucoup d'employeurs, avant d'appeler les candidats pour un poste, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rendent sur les médias sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, etc., Twitter, pour voir un peu si cette personne a un compte. Parce que généralement, nos comptes sont ouverts en notre nom. Et pour voir un peu quel type de personne est celui ou celle qu'ils vont appeler pour un entretien. Et il est arrivé bien des fois qu'ils ont finalement refusé des candidats juste en se fiant au contenu qu'ils postaient, aux vidéos qu'ils postaient ou à leurs propos qu'ils tenaient sur les médias sociaux. Donc, c'est pour dire que l'e-réputation, aujourd'hui, en réalité, c'est en fait notre deuxième identité. Ce n'est pas à prendre à la légère. Maintenant, pour ce qui est des entreprises, pourquoi c'est important? L'e-réputation est importante également pour les entreprises parce que, vous l'aurez peut-être remarqué, il y a ce qu'on appelle des sites de consommateurs ou parfois même, pas forcément des sites particuliers, mais sur des sites, par exemple, d'une entreprise, il y a parfois l'option avis. Et très souvent, les clients qui ont peut-être eu à utiliser les biens ou services de cette entreprise viennent pour publier leurs avis là-dessus. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, 85% des internautes sont dissuadés d'effectuer un achat suite à des lectures d'avis négatifs sur une entreprise ou sur une entité quelconque. Donc, vous voyez que l'e-réputation, tant pour les individus que pour les entreprises, est quelque chose à prendre très au sérieux. Parce que ces feedbacks, ces retours que font les clients qui ont déjà consommé ces produits, ces services, sont très pris au sérieux et sont très déterminants pour la suite même, si vous voulez, sur la suite de l'activité de l'entreprise. Autre chose également, c'est ce qu'on appelle la marque employeur. C'est en fait des informations qui déterminent le type d'employeur que nous sommes, si nous sommes un entrepreneur ou si nous sommes une entreprise. Comment traitons-nous nos employés, nos collaborateurs? Est-ce que dans l'entreprise, nous offrons des plans de carrière intéressants? Est-ce que nous proposons par exemple des formations en interne? Est-ce que nous favorisons l'épanouissement, pas seulement professionnel, mais également l'épanouissement même, on va dire, social au sein de notre entreprise? Ça, c'est autant d'informations qu'on peut retrouver sur des médias sociaux professionnels tels que par exemple LinkedIn, que nous connaissons certainement tous. L'e-réputation est quelque chose de très important, comme on l'a dit. Alors la question, c'est maintenant de savoir comment améliorer notre e-réputation. Alors, pour l'améliorer, il faut augmenter ou améliorer notre crédibilité. Comment ça peut se faire? Alors, voilà quelques clés, je vais juste les citer et après, peut-être au cours des interventions, des questions, je pourrais aller entrer en détail. Il faut surveiller notre présence en ligne. Surveiller notre présence en ligne. D'accord? C'est-à-dire chercher, par exemple, taper notre nom ou le nom de notre entreprise, si nous sommes entrepreneurs ou si nous sommes chefs d'entreprise, et voir ce que les moteurs de recherche disent sur nous, ou plutôt fournissent comme information. Parce que quand on tape, par exemple, sur Google, son nom personnel ou alors le nom de notre entreprise, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, automatiquement, nous avons des informations qui sortent. Si, par exemple, vous avez un compte Facebook, un compte LinkedIn, par exemple, Twitter, etc., ces informations-là sortent. Qu'est-ce qui est dit là-dessus? On peut également construire notre e-réputation, d'accord, en veillant à avoir un profil professionnel adéquat, authentique et véridique. On peut également créer du contenu, un contenu professionnel pertinent,
dans notre domaine d'expertise. Cela va renforcer notre crédibilité professionnelle et augmenter notre visibilité également. Il nous faut également interagir avec notre réseau professionnel également. Ça veut dire qu'il faut aussi répondre aux commentaires. Alors là, c'est là où il y a je dirais pas le piège, mais le danger. Parce que parfois, quand personne n'aime être forcément contredit ou alors contredit en public ou alors raillé, ou voilà, certaines remarques désobligeantes ne sont pas toujours faciles à digérer. C'est là où il faut résister à l'envie de répondre de manière cinglante à cette personne, parce que ça ternit notre réputation, parce que ça trahit un manque de professionnalisme profond. Alors, il faut également savoir engager de bonnes discussions, féliciter, encourager les membres de notre réseau. En réalité, on peut résumer en 3 phases notre manière de gérer notre e-réputation. La première phase, c'est quoi? C'est la prévention, c'est-à-dire anticiper. Anticiper en veillant à tout ce que nous postons, tout ce que nous publions sur nos différents médias sociaux. La phase 2, c'est la maintenance de notre e-réputation, c'est-à-dire notre capacité à contrôler notre empreinte digitale. La phase 3, c'est la réparation. Ça, c'est bien entendu dans le cas où notre image peut-être a déjà été ternie parce qu'on a dû faire peut-être une erreur ou deux en postant des choses qu'il ne fallait pas et tout de suite, ça a été peut-être relayé. Là, également, il faut savoir comment faire oublier cette mauvaise passe, d'accord, noyer, comme on dit, du contenu négatif. Il y a plusieurs clés pour pouvoir veiller à notre e-réputation et entre autres, on a des outils également intéressants qu'on peut utiliser. Il s'agit de Google Search, par exemple, Google Search Console. Nous avons Google My Business. Nous avons également Brand Yourself, Reputation VIP. Ça, ce sont des outils en fait qu'on trouve gratuitement. Il y a également des outils payants. Je donnerai un exemple. Il s'agit de Alerty, qui peut nous aider à veiller à notre e-réputation parce que cela peut avoir un impact considérable, non seulement sur notre propre personne en tant qu'individu, sur notre entreprise si nous sommes entrepreneurs ou entrepreneurs, et également sur notre chiffre d'affaires si par exemple les clients qui ont utilisé nos services ou nos produits n'ont pas été satisfaits et surtout si nous n'avons pas été capables de répondre de manière pondérée, avec respect, avec considération aux personnes peut-être qui ont eu des avis assez mitigés ou des avis, on va dire, désobligeants vis-à-vis de notre produit ou de notre service. Donc, voilà en quelques mots ce que je peux dire pour l'instant pour ce qui est de la e-réputation, de son importance, de son impact sur nous en tant qu'individu ou alors en tant qu'entreprise. Excellent, excellent. C'est fut outstanding. Vraiment, on en a beaucoup appris, on a bien pris des notes et voilà. Nous ouvrons les questions. S'il y a des personnes qui veulent poser des questions, c'est l'occasion. C'est fut excellent. Alors, merci. Alors, j'ai une question. Par exemple, souvent, quand tu défiles dans les réseaux sociaux, tu vois une personne ou une entreprise à qui, on va dire, on a terni la réputation en tant qu'entreprenante, te met à sa place et voilà, tu es vraiment attristé pour cette personne. Tu te dis, mais comment cette personne va faire pour redorer son image avec tout ce qui a été dit, surtout avec des preuves. Comment, dans ce cas, redorer son image après avoir été terni dans les réseaux sociaux? Ok, merci beaucoup pour votre question, Madame Dabo. C'est vrai que ce sont des choses qui sont courantes, on va dire. Alors déjà, lorsque notre image est ternie, elle est ternie peut-être parce que, je parle bien sûr de e-réputation, peut-être parce que nous n'avons pas veillé à l'une de nos publications ou à quelques-unes de nos publications. Ça peut être un post, soit une vidéo, un commentaire désobligeant ou même insultant, on va dire, ou alors une prise de position un peu polémique. Et effectivement, cela peut nous coller à la peau. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que très souvent, l'erreur que beaucoup commettent, c'est qu'ils essayent forcément de retirer cela des médias sociaux ou d'Internet. Alors ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Je m'explique. Parce qu'en réalité, c'est en essayant coûte que coûte, vaille que vaille, à enlever ce qu'on a mis, que ça va alerter les autres et beaucoup plus d'autres personnes également vont s'intéresser. Même les gens qui ne savaient même pas, qui n'étaient pas au courant de la chose, vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe depuis quelque temps? J'entends telle personne qui a dit ceci, cela, etc. Et donc, ça va provoquer une sorte d'affluence
et une sorte d'intérêt, on va dire, malsain pour justement ce que vous voulez noyer. Et d'ailleurs, il y a un nom pour ça. On l'appelle le phénomène Barbara Streisand. C'était en fait une dame qui, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années ou un peu plus, avait posté une photo de sa maison, mais avec des choses qu'elle a regrettées plus tard. Elle a tout fait pour retirer cette photo. Et au contraire, cela n'a fait que alerter les autres, et beaucoup plus de personnes ont eu vent de ce phénomène. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y en a qui ont eu la maligne idée de sauvegarder cette information, cette image, ou bien cette vidéo, ça dépend, pour pouvoir la rediffuser après. Et là, c'est le fiasco total. Alors, ce qu'on peut faire, après, ça dépend du degré de gravité de notre image ternie, mais ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est la technique qu'on appelle, la méthode qu'on appelle noyer le contenu négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser les choses telles quelles. Bon, de préférence, si on peut s'excuser déjà par rapport à l'erreur qu'on a commise, c'est déjà bien. Si c'est peut-être une fois ou deux qu'on a commise, c'est encore passable. Ça peut être géré. Donc, s'excuser là-dessus et s'évertuer à ne mettre que du contenu positif, de manière à ce que les gens oublient, à force du temps, oublient cette mésaventure qu'on a eue, cette mégarde qu'on a eue en postant, en publiant quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc, et cela, ça permet effectivement de redorer son blason. Ça, c'est la méthode, on va dire gratuite, si vous voulez, parce qu'elle ne nécessite pas de moyens financiers ou technologiques. Il y a d'autres méthodes, c'est qu'il faut, par exemple, se rapprocher, par exemple, de Facebook, quand c'est Facebook, ou alors du site en question, pour demander aux administrateurs d'enlever ou de retirer le contenu que nous avons mis. Alors, ça peut être très long, ça peut aussi être cher, et ça n'aboutit pas toujours aussi rapidement qu'on aurait souhaité. L'autre chose, c'est de se rapprocher également comment on appelle ça encore? Des hébergeurs, voilà, des hébergeurs. Parfois également, des hébergeurs, suivant bien entendu les clauses du contrat, peuvent se le permettre. Donc ça, c'est quelques méthodes qui peuvent nous aider si par mégarde, par malchance, notre image en est venue à être ternie. Effectivement, c'est bon à savoir parce que c'est le réflexe que l'on a, on va dire, si par hasard ça arrive à une d'entre nous, d'essayer directement de le supprimer, alors que c'est tout à fait le contraire qu'il faut faire. Merci beaucoup en tout cas, c'est très pertinent. Alors nous avons Madame Bassène ou Monsieur, excusez-moi, qui demande si vous pouvez revenir sur la troisième façon de protéger sa e-réputation. Ok, merci Monsieur Bassène pour votre question. Alors bon, si vous voulez, je peux même reprendre les trois phases de la gestion de notre e-réputation. La première phase, c'est la prévention, c'est-à-dire anticiper. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire essayer de voir quelle image nous aimerions laisser sur la toile et éviter tout ce qui pourrait nuire justement à cette image que nous aimerions laisser sur la toile. Donc, ça veut dire en veillant au contenu que nous postons, que ce soit des vidéos, des audios, les commentaires, etc., etc. Ça, c'est l'anticipation. Ça, c'est la première phase qu'on appelle la prévention. Comme on le dit en wolof, même je parle en français, il vaut mieux prévenir que guérir. La phase 2, c'est la maintenance. C'est-à-dire que nous avons notre e-réputation qui est là, elle semble être intacte, en tout cas pour le moins. Et il s'agit maintenant de contrôler justement cette empreinte digitale, c'est-à-dire cette identité numérique que nous avons créée, la contrôler, c'est-à-dire voir parfois épurer certains commentaires, ou en tout cas voir surtout nos différentes interactions avec peut-être des personnes qui ne partagent pas les mêmes idées que nous et voir comment nous réagissons, quelles sont nos interactions avec les internautes en général, suivant des sujets particuliers. Donc, veiller, contrôler, faire attention à où est-ce qu'on met les pieds. La troisième et dernière phase, c'est la réparation. Bien sûr, ça c'est lorsque, enfin, je ne vais pas dire lorsque tout est gâté, mais lorsqu'il y a eu gaffe, lorsqu'on a fait, voilà, on a fait des choses qu'il ne fallait pas et que notre réputation a commencé à être ternie, d'accord? Et c'est tellement rapide aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est extrêmement rapide. En l'espace de quelques minutes ou de quelques heures, c'est tout le monde entier qui est au courant. Surtout si nous sommes quelqu'un de populaire, une personnalité publique ou alors, comme on les appelle aujourd'hui, c'est un mot d'ailleurs que j'aime pas trop, influenceur. Parce que, oui, c'est un mot que j'aime pas parce qu'à la base, quand nos parents nous disaient
faites attention à vos compagnies parce que je ne veux pas que vous soyez influencés, ce n'était pas positif, c'était plutôt négatif. Effectivement, effectivement. Alors, on va prendre une dernière question avant de passer à vos conclusions. Merci beaucoup, Bassène. Ravi que vous soyez satisfait de la réponse. Des questions? Alors, concernant le Google My Business, comment, je vais rebondir sur cette question, comment effectivement bien l'utiliser afin de réparer, on va dire, quand cette réputation a été ternie? D'accord. Alors déjà, Google My Business, c'est gratuit comme je l'ai dit, il suffit juste de taper ça dans la barre de recherche de Google et vous l'avez. Et puis c'est très intuitif, c'est-à-dire que dès que vous êtes là-dessus, vous savez exactement ce qu'il faut faire. Entre autres, on va vous demander de mettre votre nom, etc., vos différents comptes, et automatiquement, il va vous sortir ce que vous êtes sur le plan numérique, identité numérique, c'est-à-dire quelle est votre e-réputation par rapport justement aux informations qu'il aura recueillies sur vos différents postes, statuts, etc., de vos différents comptes professionnels ou non. Alors, il y a aussi une option qui permet de vous alerter. Dès que, par exemple, il y a quelqu'un qui peut-être parle en mal de vous ou bien est mécontent de vous, en disant des choses pas très élogieuses à votre sujet ou à votre endroit, automatiquement, vous avez une alerte qui vous est envoyée et que vous pouvez consulter. Et justement, il faut, comme je le disais tout à l'heure, il faut éviter d'éviter les mauvais commentaires sur soi. C'est-à-dire, il y a deux possibilités. Certains préfèrent attaquer ou contre-attaquer de manière virulente, hein, utiliser l'argument de la violence, si vous voulez, et d'autres préfèrent juste minimiser ou alors ne pas répondre. Je dis bien là, donc un commentaire, un avis sur soi, mais il faut toujours répondre. La vraie chose à savoir, c'est comment répondre. C'est ça qui fait toute la différence. Là, ce qu'il faut faire, c'est simple, répondre de manière courtoise, de manière aimable, en accompagnant tout cela de preuves ou d'explications pour faire comprendre peut-être la situation ou la chose qui nous est reprochée, afin de pouvoir relativiser dans l'imaginaire collectif, si vous voulez, le degré de gravité qui a été peut-être amplifié par votre interlocuteur qui n'est pas forcément votre admirateur. Voilà. Excellent, excellent, c'est parfait. Alors, nous allons passer à vos conclusions. Si vous avez quelque chose à redire, qu'est-ce que ça serait par rapport à l'e-réputation? Par rapport à l'e-réputation, comme vous le voyez, c'est un mot composé. Il y a i, il y a réputation. Notre réputation électronique, si vous voulez, ou alors numérique, notre identité numérique. Alors, nous avons tous des valeurs, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre nationalité, quelle que soit notre ethnie, notre race. Nous avons tous été élevés, éduqués avec des valeurs. Et parmi ces valeurs, justement, la réputation était très importante. C'est-à-dire que faire attention à ce que l'on disait, à ce que l'on faisait, parce que ça revenait toujours aux oreilles des parents, par exemple. Alors, si on voit exactement cette chose comme ce qui se passe sur Internet, on verrait également à ce que nous postons, à ce que nous publions, à ce que nous partageons, etc., etc. Donc, en fait, c'est de voir l'e-réputation comme étant, si vous voulez, l'image de notre réputation réelle, notre réputation en tant que personne physique. Parce que autant notre réputation réelle, donc physique, est importante, autant notre e-réputation est aussi importante. Et je dirais même que notre e-réputation peut se détruire ou se désagréger beaucoup plus vite que notre réputation réelle, parce que simplement aujourd'hui avec Internet, les personnes nous voient à travers nos vidéos, à travers nos publications, ils lisent nos propos, ils entendent nos prises de position et très rapidement, ça peut être propagé. Alors que de manière physique ou de manière réelle, c'est-à-dire dans le quartier, si on fait quelque chose de mauvais, à la limite, c'est peut-être les voisins qui vont le savoir et peut-être quelques autres personnes du quartier. Donc, l'impact que peut avoir l'e-réputation est extrêmement considérable et cela va être très, 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 très pertinent ou beaucoup plus pertinent que ça l'est aujourd'hui parce que les employeurs, par exemple, on l'a vu, tiennent compte de ça pour décider quant à savoir s'il faut prendre ou pas quelqu'un pour un emploi et les entrepreneurs que vous êtes pour la plupart ici sur cette plateforme également peuvent être impactés par leur e-réputation et malheureusement cela de façon négative.
Effectivement, effectivement. Merci beaucoup pour cette belle conclusion. Nous allons revenir à Ndeye Absa, si elle a quelque chose à ajouter par rapport à l'entrepreneuriat, des conseils à donner pour des femmes, pour ces femmes qui veulent, par exemple, entreprendre. Voilà. Ndeye Absa, vous êtes là? Oui, je suis là. Merci beaucoup. Merci Aminata et merci surtout à Abraham pour cette brillante présentation. Juste pour rebondir peut-être sur le e-reputation, il l'a dit et redit et répété, surtout à l'heure des Henny Time où vous avez entendu des femmes danser de manière très engagée, à l'heure de la politique où il y a parfois des nuances ou des propos assez déplacés. Je pense qu'il faut faire très, très attention parce que comme il l'a dit, quand on est 18 par exemple dans ce call, on peut peut-être contacter chacune des personnes qui auraient entendu quelque chose ou quelque chose, mais dehors, dans les réseaux sociaux, il est très difficile d'expliquer à des millions de personnes que ce que vous voyez, ce que vous avez compris, n'est pas vraiment ce que je pensais. Donc, merci beaucoup. Il a parlé de Google My Business. Je tenais également à faire un témoignage. Ça aide énormément parce que ça permet en quelque sorte de recueillir aussi les feedbacks des clients. Et ces feedbacks sont beaucoup utilisés aujourd'hui. Quand quelqu'un passe par votre activité, se rend compte que la personne est satisfaite, elle incite d'autres personnes qui n'ont pas eu peut-être la volonté ou l'incitation nécessaire pour le faire. Votre commentaire peut être un avis favorable qui va être le déclic pour cet achat. Donc, merci énormément. LinkedIn également, dont il a parlé, est un outil très, très puissant. 2 de mes emplois pour nommer IBM comme Samsung, oui. J'ai été contactée par des RH qui étaient basés très, très loin du Sénégal et qui m'ont dit, écoutez, envoyez-nous votre CV. Et vous pouvez également avoir des opportunités et de collaboration et d'emploi à travers des plateformes comme LinkedIn. Je vais vous le taper comme ça, vous allez la voir. Et par rapport à mon intervention de tout à l'heure, je pense que tout revient finalement, Aminata, au fait de se connaître soi-même. Parce que lorsqu'on se connaît et lorsqu'on définit ses barrières et lorsqu'on s'approprie ces valeurs dont a parlé Abraham, il est beaucoup plus, je ne vais pas dire facile, mais il est beaucoup plus probable de maintenir ce noyau-là ou de maintenir cette intégrité-là que si on veut coûte que coûte montrer une attitude qui est différente. Je m'explique. Je pense que c'était un des politiciens américains, un des présidents américains qui disait souvent on ne peut donner que ce que l'on a. C'est-à-dire que souvent dans les réseaux sociaux, on aspire à insulter parce que dans la vraie vie, on ne faisait que cela. C'est juste que les réseaux sociaux ont amplifié un caractère ou une attitude qui était déjà présente chez la personne. Donc, c'est l'occasion peut-être, merci pour ce rappel qui est très bénéfique, de revoir notre e-réputation. Moi, je m'en vais googler mon nom juste après cette session, juste pour vérifier. Et merci en tout cas pour ces précisions et merci pour cette invitation, Aminata. Je suis très, très honorée d'avoir été choisie. Je vous en prie, je vous en prie. Ce fut un grand plaisir de vous recevoir, de savoir que vous avez partagé ici et n'a pas de prix, n'a pas de prix. Donc, un grand merci à vous. Alors, il y a une personne qui demande de revenir sur les 3 applications qui ont été citées. Donc, c'était Google Business, Google Search et... Alors, il y avait, qu'est-ce que j'avais cité encore? J'avais cité Google My Business. Google Search et Alerty, je pense. Alerty, oui. Mais Alerty, par contre, c'est payant. Hein. Ah, c'est payant, d'accord. Alerty, c'est payant. Les premiers que j'ai cités ne sont pas payants, donc c'est pourquoi j'ai commencé par eux. Oui. Donc, il y a, voilà, c'est ça. Alerty, c'est payant.
D'accord, parfait. Voilà, mais sinon, vous avez aussi Google My Business, je pense que c'est ce qu'utilise Madame Absaning, je pense bien. Et vous avez aussi Brand Yourself. Brand Yourself, ok. Je vais l'écrire en Alors, commentaire. excusez-moi, si vous permettez, je voudrais juste non seulement remercier à nouveau, si je puis dire, ma copanéliste Absaning, et puis rebondir également, et pour confirmer, en fait, tout à l'heure dans son intervention, elle a parlé de la passion. Qu'il faudrait que la passion soit en fait le moteur premier, pour ne pas dire principal ou unique de l'entrepreneuriat. Mais en réalité, c'est pour toute chose. Sans passion, on ne peut pas aller au bout. On peut pas aller au bout parce qu'il y a des épreuves, il y a des embûches, des difficultés, et c'est seulement la passion qui nous permet de continuer, de persévérer, d'avoir cette résilience malgré tout. Et pour conclure, j'aimerais juste paraphraser ce philosophe et homme politique chinois Confucius. En tout cas, c'est à lui qu'on attribue cette maxime. Il dit « Choisissez un métier que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. » Pourquoi? Parce que quand on est passionné par ce que l'on fait et que se trouve que cette chose est notre métier, notre travail, on ne travaille pas, mais on s'amuse avec. Effectivement, on ne sent même pas qu'on travaille. On est pris par le flow et c'est vraiment impressionnant. Excellent, excellent. Une très belle conclusion. Alors, si vous avez d'autres questions, je pense qu'on a encore 3 minutes. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la conclusion. Alors, n'hésitez pas à partager vos contacts dans le chat. C'est aussi l'occasion d'élargir son réseau. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à partager vos contacts dans le chat. Excellent. Ouais, Brand Yourself, effectivement. Voilà, donc nous allons passer à la conclusion. Ce fut un réel plaisir d'échanger avec vous, mais malheureusement, toutes les belles choses ont une fin. Je remercie fortement Madame Ndeye Absaning, Monsieur Abraham Sadio, de leur générosité dans leur partage. Nous retenons aujourd'hui donc Ndeye Absa nous a parlé de la présentation de LIDER, qui est présent dans 25 pays. Elle nous a aussi parlé de l'historique, l'importance du partage et de l'accompagnement. Elle nous a parlé aussi de sa première entreprise qui s'appelait Nectar, de sa passion du design et de la création. Elle nous a parlé aussi de son entreprise ABC, qui fait la promotion de l'habit africain. Elle nous a aussi parlé de l'aspect culturel qui est important dans la vie entrepreneuriale, le mindset de l'entrepreneur sénégalais qui est à revoir et qui a besoin surtout d'être accompagné. Et que pour un cheminement, soit dans le long terme, il faut fédérer les forces et qu'il faut aussi être très spécifique, avoir une feuille de route en matière de partenariat. Elle a aussi précisé qu'il faut avoir une clarté de vision pour bien travailler ensemble et naviguer et d'avoir de bons résultats dans le long terme. Elle a aussi précisé que seul on va vite et ensemble on va plus loin. Donc, Monsieur Abraham nous a parlé aussi de l'importance de la parole, que tout commence par la parole et que malheureusement les gens ne savent pas très bien parler dans les réseaux sociaux et ce qui fait que souvent ça nuit à leur image. Il nous a parlé aussi que beaucoup d'employeurs au Sénégal vont maintenant dans les réseaux sociaux pour voir les profils afin de recruter et que c'est très important aujourd'hui de faire attention à ce que l'on dit dans les réseaux sociaux et que l'on peut aussi s'améliorer en augmentant notre crédibilité par la création de contenu, d'interagir et d'engager sa communauté. Il nous a parlé aussi de la prévention, de l'anticipation et de la maintenance pour préserver sa réputation. Merci beaucoup en tout cas pour ces échanges si enrichissants et si constructifs. Pour rappel, Woman Power est un GIE qui accompagne les femmes dans divers secteurs d'activité, dans l'entrepreneuriat, la santé, l'éducation
etc. Nous avons offert pas mal de formations à des femmes. Nous avons aussi eu pas mal d'activités sociales. Et d'ailleurs, nous en sommes à notre 5e édition de Ramadan, de l'activité Ramadan qui promeut l'entraide, qui vise à aider les familles démunies qui peinent à se nourrir comme tout un chacun. Donc, je ne saurais terminer sans vous rappeler que il est important d'avoir une bonne vision quand on veut entreprendre. Il est important de prendre soin de sa réputation, car notre réussite en va de soi. Je remercie aussi toutes celles qui ont participé à la réussite de cette émission. Priska Sadio, Adja Aminata Meng. Merci à vous qui êtes en ligne, qui nous ont suivis et qui ont participé aussi à rendre vivante cette émission. Merci beaucoup. On se dit à la prochaine pour un Yokuté de tout un chacun. C'était votre sœur, votre amie Adja Aminata Dramé, Madame Dabo, présidente du GIE Women Power Biz et consultante en digital marketing. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était une très belle conclusion. Merci à tout le monde et portez-vous bien. Bonne soirée et bon début de semaine. Merci beaucoup et à très Merci vite. bien. Merci beaucoup à tout le Excellent monde. fin de week-end. Au revoir. Merci, Madame Ling. Merci, Aminata. Et merci à tous les participants. Merci. Merci beaucoup, Aminata.